C'était le 30 avril 2017, et Ueli Steck n'avait aucune idée que ce serait le dernier jour de sa vie. L'homme qui avait été célébré comme l'un des athlètes les plus talentueux au monde allait commettre une seule erreur. Et cette erreur l'enverrait chuter de 3000 pieds à travers l'air glacé. Mais ce n'était pas simplement n'importe quel accident d'escalade. Voici l'histoire d'un homme qui est passé d'être vénéré comme un athlète surhumain à devenir l'une des figures les plus détestées de l'histoire de l'alpinisme en seulement 6 mois. Du héros qui a conquis la montagne la plus dangereuse de Suisse à être appelé une fraude, jusqu'à affronter les piolets menaçants de Sherpas furieux. Aujourd'hui, je vous emmène à l'intérieur de l'histoire de comment l'athlète le plus aimé du monde est devenu le plus détesté. Bienvenue à la limite extrême. Avant de nous plonger dans ce qui s'est passé sur cette montagne, une question rapide. Qui est l'athlète le plus célèbre que vous connaissez? Tom Brady, Cristiano Ronaldo, ce sont des noms familiers. Des athlètes si dominants que même les gens qui détestent le sport savent qui ils sont. Mais si vous aviez posé cette question aux fans d'alpinisme après 2013, il n'y avait qu'un seul nom sur toutes les lèvres. Ueli. Maintenant, si vous n'avez jamais rencontré ce nom, vous devez comprendre que ce n'était pas simplement un autre grimpeur talentueux recevant de la reconnaissance. C'était un homme qui avait capturé l'imagination de millions de personnes qui n'avaient jamais touché une montagne. Et pour de bonnes raisons, aussi. Ueli est né le 4 octobre 1976 comme le troisième fils d'un chaudronnier dans la petite ville de Langnau dans la vallée d'Emmental en Suisse. Son père travaillait avec le métal toute la journée, rentrant à la maison avec les mains noircies. Sa mère tenait la maison. C'étaient des gens ordinaires de la classe ouvrière, élevant 3 garçons. Rien dans cette famille ne criait future légende de l'alpinisme. Enfant, Ueli jouait au hockey et partait en excursion de ski les week-ends avec son père. Rien d'extrême, juste un père enseignant à ses fils comment se déplacer dans la neige, comment lire le temps. Mais quelque chose à propos d'être dans ces montagnes parlait au jeune Ueli. À 12 ans, il rejoignit le club alpin suisse, qui était essentiellement les scouts avec des crampons. La plupart des enfants allaient au voyage de camping. Ueli y allait parce que la roche l'appelait. C'est alors que le destin intervint. Un guide local nommé Fritz prit l'adolescent Ueli sous son aile. Mais Fritz avait des méthodes d'enseignement sérieusement à l'ancienne. Comme Ueli le dirait plus tard au magazine Outside, Fritz m'a mis en tête de cordée tout de suite. Je pensais que c'était normal d'escalader 20 mètres avec seulement 2 pitons et l'instruction de ne pas tomber. Tandis que d'autres enfants apprenaient avec de l'équipement de sécurité moderne, Ueli escaladait essentiellement en libre sur des voies qui auraient terrifié des grimpeurs adultes. Le fou, c'est que ça marchait. À 17 ans, il atteignit le 9e niveau de difficulté en escalade. La plupart des grimpeurs n'atteignent jamais ce niveau. Ueli l'a atteint avant de pouvoir voter. Il gagna rapidement une réputation pour escalader très vite et sans peur, gagnant une place dans l'équipe nationale junior d'escalade suisse. Mais les compétitions en salle semblaient trop contrôlées, trop sûres. Ueli voulait le vrai, roche, glace et risque. Un petit détour sur ce train du chaos. Si vous voulez plus d'histoires brutes et non coupées que nous ne pouvons pas montrer ici, venez rejoindre la communauté extrême sur Patreon. On se voit à la vraie limite extrême. Alors Ueli commença à s'entraîner obsessionnellement, passant chaque week-end dans les montagnes, étudiant les cartes de voie comme des textes religieux. Tandis que ses amis partaient à l'université, Ueli abandonna son apprentissage de menuiserie pour poursuivre ce que tout le monde pensait être un rêve impossible, devenir grimpeur à plein temps. La vérité est que la plupart des alpinistes sont des rebelles dans l'âme. Ils sont attirés par les lieux sauvages et les objectifs impossibles, poussant toujours contre les limites. Mais ce qui sépara vraiment Ueli de tous les autres grimpeurs talentueux n'était pas seulement sa capacité naturelle. C'était son approche de l'entraînement. Voyez, tandis que d'autres grimpeurs allaient au gymnase peut-être 2 fois par semaine, Ueli traitait l'alpinisme comme un sport olympique. Chaque matin pendant plus d'une décennie, Ueli courait directement sur les flancs de montagne avant l'aube. Pas du jogging, courir. 1000 pieds de gain vertical dans l'obscurité en hiver chaque jour. L'engagement d'Ueli frisait le spirituel. Il s'entraînait avec la dévotion d'un moine tout en vivant dans un petit appartement près d'Interlaken, dépensant chaque franc qu'il avait en équipement d'escalade et expédition. Les résultats étaient indéniables. En 2004, lui et son partenaire escaladèrent 3 pics alpins massifs, légers, le Mönch et la Jungfrau en seulement 25 heures. En 2005, le magazine Climb le nomma l'un des 3 meilleurs alpinistes d'Europe. Le monde de l'escalade prenait note, mais Ueli ne faisait que commencer,
car en 2008, il ferait quelque chose qui le transformerait d'un grimpeur talentueux en une légende vivante. En 2008, Ueli visa la face nord de l'Égée, un mur si notoire qu'il est littéralement appelé la Mordouan ou le mur de la mort. Avec près de 6000 pieds de hauteur, il a coûté la vie à des dizaines de grimpeurs et est considéré comme l'une des voies les plus dangereuses au monde. La plupart des grimpeurs expérimentés prennent 2 ou 3 jours juste pour la gravir, s'ils y arrivent. Et le 13 février 2008, Ueli Steck n'escalada pas seulement la face nord de l'Égée. Il la sprinta seul en seulement 2h47 minutes et 33 secondes de la base au sommet. Au cas où vous n'auriez pas compris, laissez-moi le dire différemment. Ueli courut sur l'une des montagnes les plus mortelles du monde, une montagne pour laquelle des grimpeurs expérimentés passent des années à se préparer, plus vite que la plupart des gens courent un marathon. Le monde de l'escalade fut stupéfait. Ueli avait transformé ce qui était autrefois considéré comme un siège de plusieurs jours en une simple escalade dominicale d'une manière qui semblait presque surhumaine. Ueli devint une célébrité du jour au lendemain. C'était la machine suisse. Voici un homme qui avait transformé l'alpinisme en une forme d'art, combinant la précision d'un horloger suisse avec le cœur d'un guerrier. Mais ce qui envoya vraiment sa popularité dans la stratosphère fut son approche non conventionnelle de l'escalade. Voyez, tandis que d'autres alpinistes comptaient sur des équipes, des cordes et des systèmes de sécurité étendus, Ueli avait développé sa propre philosophie autour de l'escalade en solo. Pour Ueli, être seul sur une face de montagne signifiait pas de distraction, pas besoin de se coordonner avec quelqu'un d'autre, et aucun filet de sécurité au-delà de ses propres capacités. C'était juste lui, la roche et les conséquences de chaque décision qu'il prenait. Il était le grimpeur parfait, et autant que tout le monde pouvait voir, il ne faisait que commencer. Mais ce qui arriva ensuite transformerait l'homme que tout le monde aimait en l'une des figures les plus controversées de l'histoire de l'alpinisme. Et tout commença par un simple malentendu qui spirala complètement hors de contrôle. C'était avril 2013 et Ueli était au sommet du monde. Il était au sommet de sa carrière. La communauté d'escalade le célébrait comme une légende vivante et il se préparait pour ce qui deviendrait son obsession. Un projet si ambitieux qu'il consuma entièrement ses pensées. Comme tout grimpeur sérieux, Ueli ressentit l'attraction magnétique de l'Everest. Il le dit lui-même dans une interview. Bien sûr, l'Everest est la plus haute montagne du monde, et en tant que grimpeur, elle vous attire. Mais Ueli n'était pas intéressé par le cirque commercialisé et bondé que l'Everest était devenu. Il avait une vision, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Il voulait escalader l'Everest par le sentier de l'arête West Hornbeam de 1963 que les Américains Tom Hornbeam et William Soeld avaient ouvert 50 ans plus tôt et que personne n'avait répété après. Et pour de bonnes raisons, aussi. Ce n'était pas simplement n'importe quelle voie. C'était l'un des moyens les plus techniques et dangereux d'atteindre le sommet de l'Everest. Puis au lieu de descendre, Ueli prévoyait de traverser vers le Lhotse voisin en une seule poussée continue, tout sans oxygène supplémentaire. C'était de la folie alpiniste. Le genre de projet qui l'excitait au-delà de toute mesure. Juste penser à ce projet suffit déjà à me maintenir en mouvement, dirait-il. Pour Ueli, même le processus d'en rêver, de s'y entraîner, était déjà un succès. Ce n'était pas une expédition occasionnelle. C'était le projet qui cimenterait son héritage comme le plus grand alpiniste de sa génération. Alors il se dirigea vers l'Himalaya en avril 2013, se joignant à l'alpiniste italien Simone Moro et au grimpeur britannique Jonathan Griffith. Ils étaient là pour s'acclimater et se préparer avant la traversée Everest-Lhotse planifiée. Après tout, chaque détail comptait. Chaque pas devait être parfait. Mais ce qui aurait dû être une préparation de routine finit par être l'un des incidents les plus dramatiques de l'histoire récente de l'Everest. Alors le 27 avril vers 8h du matin, 3 grimpeurs, Ueli, Simone et Jonathan quittèrent le camp 2, se dirigeant vers leur tente préétablie située haut sur la face du Lhotse à environ 23 600 pieds. La journée était fraîche et claire, le genre de matin qui promettait une bonne escalade. Mais ils n'étaient pas seuls sur la montagne ce jour-là. Ce même matin, une équipe de 17 guides Sherpas travaillait dur plus haut, fixant méthodiquement des cordes pour les expéditions commerciales qui suivraient dans la prochaine saison d'escalade. Maintenant, vous devez savoir que la face du Lhotse est l'une des sections les plus difficiles sur toute la route de l'Everest. C'est un mur brutalement aigu de glace bleue incliné à 40 ou 50 degrés s'élevant de plus de 4600 pieds verticaux du camp 2 vers le camp 3. Pour les Sherpas, fixer cette face était une partie du travail le plus dur et le plus technique sur la montagne. Ils portaient d'énormes rouleaux de cordes et des sacs lourds remplis d'encre métallique,
s'arrêtant tous les quelques centaines de pieds pour percer de la protection et sécuriser les lignes qui maintiendraient des centaines de clients en sécurité. Alors que la saison d'escalade commençait, c'était un travail dangereux et épuisant. Ueli et son équipe, pendant ce temps, escaladaient en style alpin classique, se déplaçant vite et léger, serpentant leur chemin vers le haut et autour de l'équipe de fixation de cordes, gérant soigneusement leur propre sécurité en avançant. Pour les Sherpas, dont le travail était de poser une seule ligne continue pour tous les autres, toute interférence ou mouvement inattendu pouvait être vu comme une menace, non seulement pour leur travail, mais pour la coopération fragile qui maintenait la machine commerciale de l'Everest en marche chaque saison. C'est là que le problème commença. Les Sherpas avaient été clairs. Personne n'escalade jusqu'à ce que le travail de fixation de cordes soit terminé. Ce message avait été communiqué à toutes les équipes d'expédition au camp 2, et la règle avait beaucoup de sens. Quand vous êtes suspendu à des piolets, sécurisant des cordes sur une face presque verticale, avoir des gens escaladant au-dessus de vous crée des risques sérieux. La glace peut être délogée, les cordes peuvent être interférées, et les gens peuvent mourir. Mais Ueli était habitué aux Alpes, où il pouvait compter entièrement sur ses propres compétences et jugements. Sur léger, s'il voulait sprinter la face nord en solo, la seule vie en danger était la sienne. Mais l'Everest n'est pas les Alpes. Comme Ueli l'expliquerait lui-même plus tard, l'Himalaya est totalement différent. Tout est différent ici. Si vous faites une erreur, sans question, vous êtes mort. Ici, vous ne pouvez pas prendre un téléphone et appeler à l'aide. En d'autres termes, dans l'Himalaya et sur l'Everest, les grimpeurs dépendent complètement des Sherpas. Ils n'étaient pas juste des guides que vous embauchez et ignorez. Ils connaissent les humeurs des montagnes mieux que n'importe quel grimpeur occidental ne pourrait jamais. Quand des guides Sherpas vétérans vous disent d'arrêter d'escalader, ce n'est pas une suggestion. C'est une question de vie ou de mort. Mais Ueli, Simone et Jonathan étaient des grimpeurs d'élite qui étaient habitués à faire leurs propres règles. Ils assurèrent aux Sherpas qu'ils ne dérangeraient pas le travail et prendraient une route indépendante. À leur crédit, ils escaladèrent environ 500 pieds loin de l'équipe de fixation de cordes, restant entièrement sur la neige pour éviter de faire tomber de la glace sur les travailleurs en dessous. Pour le Sherpa chef, Mingma, c'était déjà enrageant. Ces 3 grimpeurs avaient été spécifiquement instruits de ne pas escalader pendant que son équipe travaillait. Toutes les autres équipes avaient respecté cette règle et étaient restées au camp 2. Mais voici ces grimpeurs occidentaux ignorant les ordres directs, escaladant au-dessus de son équipe pendant qu'ils font un travail de vie ou de mort. Pour Mingma, cela devait être le comble du manque de respect. Cela représentait probablement l'image de grimpeurs étrangers riches, pensant qu'ils étaient au-dessus des règles que tout le monde suivait. Mais le vrai problème vint quand Ueli, Simone et Jonathan atteignirent la zone où leur tente était située. Ils avaient installé leur tente plus tôt ce jour-là, environ 65 pieds sur le côté d'eux où les Sherpas travaillaient. Pour atteindre leur propre tente, ils devaient marcher latéralement à travers la face raide et enjamber les lignes de cordes des Sherpas. Il n'y avait pas moyen de l'éviter. C'est comme si vous étiez sur le côté d'un bâtiment et vos affaires étaient 65 pieds à votre droite, mais il y a une corde tendue à travers votre chemin. Vous devez enjamber cette corde pour arriver à vos affaires. Alors Jonathan Griffith traversa en premier, enjambant soigneusement la corde, et commença à marcher latéralement 150 autres pieds vers leur tente. Mais quand Ueli suivit et enjamba la corde, Mingma les vit, et sa colère explosa en pure rage. De la perspective de Mingma, c'était l'insulte finale. Non seulement ces grimpeurs ignoraient l'interdiction d'escalade, mais maintenant ils marchaient sur ces cordes, les mêmes lignes de sécurité que son équipe risquait leur vie pour installer. Dans son esprit, il piétinait littéralement son travail, traitant son travail dangereux et essentiel comme s'il n'avait pas d'importance. S'agrippant à la corde fixe d'une main pour s'empêcher de tomber de la face, Mingma, selon les grimpeurs, commença à crier et à agiter sauvagement son piolet de sa main libre, le frappant contre la glace et gesticulant agressivement en rappelant vers Ueli à haute vitesse. Maintenant, imaginez si vous le pouvez. Vous êtes Ueli sans corde et en équilibre sur une face de glace presque verticale à 23 000 pieds. Un homme furieux avec un piolet tranchant comme un rasoir rappelle directement vers vous, criant à plein poumon et balançant cet outil mortel juste à quelques pieds de votre tête. S'il entre en collision avec vous, si ce piolet se connecte, vous tombez des milliers de pieds vers votre mort. Ueli fit ce que n'importe quel grimpeur aurait fait. Il leva ses mains pour absorber l'impact et prévenir la collision. Mais pour Mingma, cela ressemblait à Ueli l'agrippant, le touchant sans permission. À ce moment, avec l'adrénaline pompant et des cerveaux privés d'oxygène luttant pour traiter ce qui se passait,
Un réflexe de sécurité fut interprété comme une agression physique. « Pourquoi tu me touches » cria Mingma à Ueli, accusant les 3 grimpeurs de donner des coups de pied à la glace vers son équipe et de blesser un de ses collègues. Du point de vue d'Ueli, cela semblait impossible. Ils avaient escaladé bien séparés, nulle part assez près pour mettre en danger les Sherpas en dessous. Mais pour Mingma, les Occidentaux avaient déjà montré qu'ils ne respectaient pas la sécurité ou le travail des Sherpas. Pourquoi ne seraient-ils pas aussi négligents avec la chute de glace? La méfiance avait mijoté pendant des années sur l'Everest entre les alpinistes d'élite, qui travaillaient parfois indépendamment, et les guides Sherpas, dont la responsabilité était la sécurité de centaines de clients payant chaque saison. Maintenant, à son crédit, Ueli essaya de calmer les choses, offrant même d'aider à terminer le travail de fixation de cordes au camp 3. Peut-être réalisait-il que les tensions étaient hautes. Ou peut-être voulait-il juste éviter le drame et continuer à escalader. Si les choses s'étaient terminées là, cette histoire serait devenue juste une note de bas de page dans une saison difficile. Et si cela s'était terminé là, peut-être que cette histoire aurait eu une fin complètement différente. Mais alors Simone Moreau, qui avait traversé pour rejoindre Ueli, fit l'erreur fatale qui enflammerait tout ce qui suivit. Pendant l'échange houleux avec des tensions déjà au point de rupture, Simone appela un des hommes Sherpa ce mot. Tous les mots qui sont sortis de ma bouche étaient faux. Je suis désolé. Oui. Si vous n'êtes pas népalais, il est difficile de saisir à quel point ce mot est mauvais. C'est l'une des malédictions les plus offensantes que vous puissiez jeter à quelqu'un avec des connotations qui vont bien au-delà même des pires insultes anglaises. Et dans sa frustration et son état privé d'oxygène, Simone avait livré l'une des pires insultes possibles dans la propre langue des Sherpas directement à leur visage. Qu'il ait entièrement compris l'impact ou non, il venait juste de franchir une ligne rouge culturelle. Ces mots frappèrent Mingma comme une gifle au visage. Ce n'était plus juste du manque de respect. C'était une insulte directe et intentionnelle d'un étranger qui savait clairement exactement à quel point il était offensant. Et ce qui avait été jusqu'alors un malentendu tendu devint quelque chose de beaucoup plus personnel et dangereux. Mingma ordonna à toute son équipe de 17 personnes d'abandonner leur travail de fixation de cordes et de descendre au camp 2. Et la nouvelle de la confrontation et spécialement de l'explosion de Simone commença à se répandre à travers la communauté Sherpa comme un feu de forêt. Quand ils revinrent au camp 2, Ueli et Simone faisaient face à quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Des douzaines de Sherpas s'étaient rassemblés au camp, certains avec leurs visages couverts. Ils étaient armés de pierres et de piolets, et ils étaient furieux. Ce qui avait commencé comme une dispute entre une poignée de personnes sur la montagne s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi cette situation escalada si rapidement. Les Sherpas ne sont généralement pas confrontationnels. Ils sont renommés pour leur humilité, calme et patience sous les conditions les plus dures. Mais l'Everest avait été pendant des années une cocotte minute où les malentendus culturels, des décennies de tensions accumulées et un déséquilibre économique massif. Pendant des années, les Sherpas avaient avalé leur fierté, mordu leur langue et accepté un traitement qui serait impensable n'importe où ailleurs dans le monde. Je veux dire, pensez Y juste. Les Sherpas accomplissent réellement le travail le plus dangereux sur l'Everest. Le travail de fixer les cordes, porter des charges, établir des camps. Ils font 15 à 20 voyages à travers un terrain mortel, tandis que les grimpeurs occidentaux le faisaient une fois. Ils ont un taux de mortalité qui rendait leur travail plus dangereux que la pêche au crabe en Alaska ou être un soldat d'infanterie en Irak. Pourtant, ils étaient payés peut-être 4 000 $ pour une saison entière, tandis que les guides occidentaux collectaient 50 000 $ pour le même travail. Et malgré être l'épine dorsale de chaque expédition Everest, ils étaient encore appelés aides et assistants dans les médias. Les grimpeurs étrangers obtenaient tout le crédit, toute la gloire, tandis que les Sherpas qui le rendaient possible restaient invisibles. Pour eux, la situation était comme, voici 3 grimpeurs européens riches ignorant les ordres directs, piétinant leur travail et les maudissant dans leur propre langue. Comme un guide népalais l'expliquerait plus tard, il y avait une frustration qui venait de loin, gardée à l'intérieur pendant de nombreuses années jusqu'à ce que finalement quelque chose arrive qui était trop à tolérer. En d'autres termes, ils étaient la goutte qui fit déborder le vase. Quand Ueli sortit de sa tente pour essayer de parler, les Sherpas attaquèrent. Des pierres volèrent dans l'air mince. Il fut frappé au visage, se fendant la lèvre. Une pierre l'attrapa à la tête. Simone et Jonathan furent aussi battus et frappés. Des menaces de mort furent criées en plusieurs langues. La violence ne s'arrêta que quand d'autres grimpeurs et leaders d'expédition, incluant une femme nommée Melissa, qui se jeta entre Ueli et ses attaquants,
réussir à restaurer un peu d'ordre. Les 3 hommes se barricadèrent dans leur tente pendant que des négociations avaient lieu dehors. Finalement, les Sherpas livrèrent un ultimatum. Les 3 grimpeurs avaient 1 heure pour emballer leur équipement et quitter la montagne. On leur dit de quitter l'Everest cette saison. Simon fut forcé de s'excuser à genoux pour son explosion verbale, une humiliation qui le hanterait pendant des années. Bien que l'incident fût résolu pacifiquement, toute la situation, que les médias surnommèrent rapidement la bagarre de l'Everest, fit les gros titres internationaux du jour au lendemain. L'incident devint viral de la pire façon possible. Les réseaux sociaux explosèrent avec des critiques et condamnations. Les sections de commentaires se remplirent de gens l'appelant arrogant, privilégié, raciste. Chaque accusation laide que vous pourriez imaginer. Les mêmes médias qui avaient célébré ces réalisations surhumaines juste des mois plus tôt le peignaient maintenant comme le méchant, l'enfant poster des grimpeurs occidentaux privilégiés qui ne respectaient pas la culture locale. Mais ce qui détruisit le plus Ueli ne fut pas les étrangers l'attaquant en ligne. Ce fut de voir des gens qu'il considérait comme des amis lui tourner le dos. Des gens dans la communauté d'escalade qu'il avait connue pendant des années, qui auraient dû comprendre son caractère, commencèrent à prendre leur distance. Ce qui est particulièrement triste à propos de cela est qu'Ueli n'était même pas le principal instigateur du conflit. C'était Simon Moreau qui avait maudit le guide Sherpa. Mais Ueli était le plus célèbre des 2 grimpeurs, celui avec le plus gros profil public. Son nom était dans plus de gros titres, son visage était dans plus de photos, et ainsi il devint le point focal de la réaction qui suivit. À la fin, Ueli fut laissé pour réparer son image. Il souligna qu'il avait construit des écoles pour les enfants Sherpas, financé des sauvetages en hélicoptère, et avait toujours eu un profond respect pour eux. Il dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de manquer de respect. Pourtant, cette réputation persista. Simon s'excusa aussi publiquement, s'agenouillant devant les Sherpas, mais Ueli fut celui que le monde vit comme arrogant. Ce que je trouve étrange à propos de toute la situation est à quelle vitesse les gens étaient prêts à croire le pire à propos de quelqu'un qu'ils avaient célébré juste des mois plus tôt. La même détermination et confiance qui avait fait d'Ueli un héros était maintenant réinterprétée comme de l'arrogance et du manque de respect. La même indépendance qui avait rendu son escalade en solo si impressionnante était maintenant vue comme preuve qu'il ne respectait pas le travail d'équipe ou la coopération. Encore chancelant de la réaction de l'Everest, Ueli était un homme brisé. L'incident avait fracassé plus que juste sa réputation. Il avait déchiré son identité comme grimpeur, comme une personne qui vivait par le respect et l'honneur dans les montagnes. Il se sentit trahi, incompris, et pour la première fois de sa vie, genuinement haï par la communauté d'escalade à laquelle il avait tout dédié. Mais il y avait une chose qui continuait à tirer sur son esprit. Un morceau d'affaire inachevé qu'il avait hanté pendant 5 ans. Annapurna. En 2008, Ueli avait tenté la face sud de l'Annapurna, ce mur de 9000 pieds de mort que beaucoup considéraient inescaladable. Il avait été passionné par elle, obsédé même. Mais une avalanche l'avait presque tué, l'envoyant rouler plus de 500 pieds en bas de la face. Il avait à peine échappé avec sa vie, forcé de descendre seul avec seulement des blessures mineures. Mais la montagne l'avait battu. Maintenant assis dans les suites du désastre de l'Everest, l'Annapurna était tout à quoi il pouvait penser. Ce n'était plus juste à propos de rédemption. C'était à propos de se prouver à lui-même et au monde qu'il était encore le grimpeur qu'il avait toujours été. Que l'homme qui avait été vilipendé et attaqué sur l'Everest était la même personne qui pouvait accomplir l'impossible. Dans ses propres mots, après l'Everest, l'Annapurna devint tout à quoi je pensais. La face sud l'appelait comme une obsession, une chance de faire taire les critiques et restaurer non seulement sa réputation, mais son propre sens de qui il était. Alors en octobre 2013, juste 6 mois après que la bagarre de l'Everest l'avait rendu une des figures les plus controversées dans l'alpinisme, Ueli se dirigea vers le massif Annapurna du Népal. Ce qu'il accomplit là serait historique. Il devint la première personne à escalader en solo la face sud de l'Annapurna. D'accord, alors laissez-moi vous peindre une image de ce que cela signifie vraiment parce qu'à moins que vous soyez des grimpeurs, vous ne comprendrez pas à quel point c'est fou. Bien qu'il soit évident que l'Everest est extrêmement dangereux, certains grimpeurs pensent qu'il est encore plus dangereux que l'Everest. J'ai parlé des dangers cachés de l'Annapurna sur ma chaîne avant. La face sud de l'Annapurna sont 9000 pieds d'enfer vertical. Ce n'est pas juste la hauteur, c'est la route elle-même. Imaginez un mur de glace et de roches si raide que si vous laissiez tomber une pierre du sommet, elle ne toucherait pas la montagne encore jusqu'à ce qu'elle frappe le glacier en bas. La face verse constamment des avalanches. Des séracs de la taille de bâtiments pendent au-dessus de vous,
prête à s'effondrer sans avertissement. La roche est pourrie et s'effrite dans vos mains. La glace qui semble solide peut se briser comme du verre sous les pointes de vos crampons. Les grades d'escalade sur cette face atteignent M6+, et WI5+. Maintenant, pour les non-grimpeurs, cela signifie escalade verticale de glace où vous êtes suspendu par les pointes de vos piolets, faisant des mouvements qui seraient désespérément difficiles dans une salle d'escalade au niveau de la mer. Sauf qu'UELI faisait cela à 23 000 pieds, où il y a littéralement la moitié de l'oxygène dont vous avez besoin pour fonctionner. Votre cerveau commence à mourir. Vos muscles crient pour l'oxygène qui n'est pas là. La plupart des gens peuvent à peine marcher à cette altitude, mais ça devient pire. Les sections clés requièrent de l'escalade mixte. C'est là où vous faites des transitions entre roche et glace utilisant des piolets sur de la roche nue. Les crampons grattent pour l'adhérence sur des prises de la largeur d'une carte de crédit. Une section vous force à escalader de la glace surplombante pour 200 pieds. C'est comme faire des tractions sur des stalactites de glace en portant un sac à dos de 40 livres. Sauf que si votre prise échoue, vous tombez 5000 pieds. UELI le fit seul. Sans corde, sans partenaire, sans sauvetage possible. Juste lui, 2 piolets, et 28 heures de l'escalade technique la plus soutenue jamais faite en altitude. Pensez à cela. 28 heures droites d'escalade où un seul mouvement faux, un laps momentané de concentration, ou un morceau de glace se cassant signifie mort instantanée. Pas de seconde chance, pas de marge d'erreur. Les demandes physiques seules auraient dû être impossibles. À cette altitude, votre corps se mange littéralement lui-même. Vous brûlez 8000 calories par jour juste en respirant. Les grimpeurs hallucinent régulièrement de privation d'oxygène. Pourtant, UELI devait maintenir une précision absolue sur des mouvements techniques qui défieraient des grimpeurs d'élite au niveau de la mer. Le jeu mental encore plus extrême. L'escalade en solo signifie que vous ne pouvez pas partager le fardeau psychologique. Chaque décision est juste la vôtre. Cette glace est-elle assez épaisse? Cette roche est-elle solide? Devrais-je traverser à gauche ou à droite? Une mauvaise décision et vous êtes mort. Pour 28 heures droites, UELI dut maintenir le genre de focus que la plupart des gens ne peuvent pas soutenir pour 28 minutes. Chaque placement de piolet devait être parfait. Chaque position de pied calculée. Chaque position de repos mémorisée à l'avance parce que s'arrêter au mauvais endroit signifiait la mort. Donner ces demandes extrêmes, ce n'est vraiment pas étonnant que quelque chose soit tombé. Quelque part pendant l'ascension, UELI perdit sa caméra, le même appareil qui aurait pu fournir la preuve photographique que les sceptiques demanderaient plus tard, était tombé dans l'abîme en bas. Mais il atteignit le sommet et redescendit en sécurité. Quand les nouvelles se répandirent qu'il avait vraiment fait, le monde de l'escalade entra en choc. Ce n'était pas juste pousser les limites. C'était redéfinir ce que les humains pouvaient survivre. La réalisation était si extrême que certaines personnes refusèrent de le croire. Comment quelqu'un pourrait-il escalader ce piège mortel seul et vivre? Après le choc vinrent les applaudissements. Il gagna le Piolet d'or, qui est essentiellement l'Oscar de l'escalade. Pour un moment, il semblait qu'UELI avait fait taire ses critiques et restauré sa réputation. Mais le dommage de l'incident de l'Everest avait déjà été fait. La controverse avait planté des graines de doute sur le caractère d'UELI, et ces doutes feraient bientôt métastase en quelque chose de beaucoup plus dommageable. Rappelez-vous, son intégrité avait été questionnée après la bagarre de l'Everest. Les gens l'avaient appelé arrogant, privilégié et irrespectueux. Alors quand les sceptiques dans la communauté d'escalade commencèrent à poser des questions inconfortables sur sa réalisation de l'Annapurna, ces questions trouvèrent un terrain fertile dans un public qui avait déjà été préparé à le douter. Les sceptiques pointèrent plusieurs facteurs qui soulevaient des questions. Premièrement, il y avait très peu de photos du sommet lui-même. Bien qu'UELI eût documenté beaucoup de l'escalade, la preuve critique du sommet actuel était limitée. Deuxièmement, ces données GPS n'étaient pas aussi complètes que certains critiques pensaient qu'elles auraient dû être pour une réalisation si significative. Troisièmement, la fenêtre météo qu'il prétendait avoir utilisée était extrêmement étroite, amenant certains à questionner s'il avait vraiment eu assez de temps pour compléter la route. L'escalade technique requise est aux limites absolues de la capacité humaine. Le faire seul, sans support, semblait presque impossible, même pour quelqu'un des capacités d'UELI. Maintenant, je veux être vraiment clair ici. Ces doutes ne furent jamais prouvés. UELI maintint de manière consistante qu'il avait atteint le sommet, et beaucoup de grimpeurs respectaient le crurent. Plusieurs alpinistes respectés vinrent à sa défense,
argumentant que questionner la parole d'un grimpeur collègue sans preuve solide était une violation de l'éthique d'escalade. Mais dans le monde de l'alpinisme, où la confiance et l'honnêteté sont tout, même la suggestion de doute peut être dévastatrice. Pour Ueli, cela dut être comme être mis en procès pour un crime qu'il n'avait pas commis. Chaque aspect de sa plus grande réalisation était disséqué et questionné par des gens qui n'avaient même pas été là, qui n'avaient pas fait face aux mêmes risques, qui n'avaient pas fait les mêmes sacrifices. Le stress prenait son péage. L'homme qui avait autrefois semblé invincible défendait maintenant son intégrité sur plusieurs fronts. L'incident de l'Everest l'avait rendu controversé. La combinaison détruisait lentement la réputation qu'il avait passé toute sa carrière à construire. Cela nous amène au 30 avril 2017 et au jour qui finirait tout. Ueli était de retour dans l'Himalaya, de retour où il avait toujours trouvé paix et but. Malgré tout ce qui était arrivé, malgré la controverse et les critiques, il planifiait son projet le plus ambitieux encore. Une traversée à la fois de l'Everest et du Lhotse sans oxygène supplémentaire. Mais d'abord, il avait besoin de s'acclimater. Alors à 4 heures du matin le 30 avril 2017, Ueli Steck sortit de son sac de couchage. Sa respiration visible dans l'obscurité glacée avant l'aube. À 17 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, chaque respiration était un effort conscient. Mais pour Ueli, c'était juste un autre matin au paradis. Il enfila son équipement d'escalade avec la précision méthodique d'un homme qui avait fait cela des milliers de fois avant. Couche de base, isolation et une veste extérieure. Les crampons cliquèrent contre le sol rocheux alors qu'ils testaient leur morsure. Tout devait être parfait. Non pas parce qu'aujourd'hui était dangereux, mais parce que la perfection était simplement comment Ueli opérait. Le plan du jour était embarrassamment simple pour un homme de son calibre. Une course rapide d'acclimatation sur le mont Nuptse, le voisin de 25 791 pieds de l'Everest. Rien d'extrême, juste un échauffement pour son vrai objectif. Et ainsi, exactement à 4h30 du matin, alors que les étoiles dominaient encore le ciel au-dessus de l'Himalaya, Ueli sortit du camp de base avec le grimpeur français Yannick Graziani. Pour la première heure, les deux hommes se déplacèrent ensemble à travers le terrain familier du Khumbu occidental, cette vallée glaciaire massive qui sert d'autoroute vers la zone de la mort. Leurs lampes frontales coupèrent des faisceaux jumeaux à travers l'obscurité alors qu'ils naviguaient autour de crevasses de la taille d'autobus urbains. Mais Ueli ne fut jamais quelqu'un à suivre la foule. Quand ils atteignirent la jonction où la plupart des grimpeurs continuent vers le camp 3 de l'Everest, Graziani alla par la route standard, mais Ueli se dirigea vers la droite vers la face imposante du Nuptse seul. Les derniers mots entre eux furent probablement quelque chose de routinier. On se voit au camp de base. Restez en sécurité. Le genre d'au revoir décontracté que vous donnez à quelqu'un quand vous vous attendez à partager un repas avec eux ce soir-là. Mais aucun ne savait ce qui arriverait après cette séparation. Alors que l'aube commença à peindre les pics en nuances d'or et de rose, des membres dispersés d'expéditions et des guides Sherpas autour de la vallée attrapèrent des aperçus d'une figure solitaire se déplaçant sur la face du Nuptse. Même de miles de distance, ils pouvaient dire que c'était Ueli par la vitesse, cette efficacité reconnaissable qui lui avait valu le surnom de machine suisse. Il était habillé pour une belle journée himalayenne. Soleil, ciel clair, visibilité parfaite. Le genre de conditions qui vous font oublier que les montagnes peuvent vous tuer en un instant. Les témoins noteraient quelque chose d'étrange après, cependant. Ils ne virent pas de gants sur ses mains. Pour un homme obsédé par la sécurité et la précision, ce détail entrait les enquêteurs plus tard. Sur ce mur de glace et de roches, approximativement 1000 pieds sous le sommet du Nuptse, Ueli se déplaçait à travers un terrain qu'il aurait probablement pu escalader les yeux bandés. Ce n'était même pas de l'escalade difficile pour lui. Peut-être du terrain de grade 3 ou 4. L'équivalent d'un jogging récréatif pour nous humains normaux. Mais les montagnes ne se soucient pas de votre CV. Alors ce qui arriva ensuite restera pour toujours un mystère enfermé dans la glace et la pierre du Nuptse. Est-ce qu'une pointe de crampon s'accrocha dans ses vêtements, l'envoyant hors d'équilibre? Est-ce qu'un morceau de glace apparemment solide céda soudainement sous son poids? Était-ce une défaillance d'équipement? Un mousqueton s'ouvrant au pire moment possible? Une fixation de crampons cassants? Ou était-ce simplement une erreur humaine? Un laps momentané de concentration? Un pied mal placé? Une décision de fraction de seconde qui tourna catastrophiquement mal? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est ceci. Ueli Steck, l'homme qui avait escaladé en solo des pièges mortels qui terrifiaient d'autres grimpeurs de classe mondiale,
tomba 3300 pieds à travers l'air mince de l'Himalaya. Pour mettre cela en perspective, imaginez tomber de la plateforme d'observation de l'Empire State Building. Mais à la place, c'est dans un environnement où votre cerveau est privé d'oxygène, où le froid peut vous tuer en minutes, où l'impact est sur un glacier au lieu de béton. La machine suisse tombait vers sa mort, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Pendant ce temps, à ce moment, plusieurs équipes étaient dispersées autour de la vallée suivant leur routine matinale. L'expédition Gurkha Everest du Royaume-Uni en particulier descendait du camp 2 après une rotation d'acclimatation réussie. Cela devait être une descente de routine, juste un autre jour au bureau pour ces soldats d'élite devenus alpinistes. C'est alors qu'un vit une figure tombant du mur massif du Nuptse. Même de la distance, la violence de cela était reconnaissable. Quelqu'un mourait en temps réel et il n'y avait absolument rien que quiconque puisse faire sauf regarder avec horreur. Un membre de l'équipe posterait plus tard sur les réseaux sociaux. Notre équipe va bien, mais juste maintenant nous avons vu un grimpeur tomber du mur du Nuptse. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-les. Mais à 25 000 pieds dans un terrain où un hélicoptère peut à peine voler, l'aide est souvent juste un souhait chuchoté dans le vent. Des heures passèrent, les appels radio restèrent sans réponse. La figure sur le Nuptse avait disparu. L'équipe Gurkha, environ 45 minutes dans leur descente du camp 2, fit une découverte qui les entrait pour toujours. Là, dans le Khumbu occidental entre les camps 1 et 2, ils trouvèrent ce qui restait du heli. L'impact avait été dévastateur. Après une chute de 3300 pieds sur la glace glaciaire, les équipes de sauvetage durent collecter les parties éparpillées du corps du grimpeur. Maintenant, ce n'est pas un détail que quelqu'un veut penser, mais cela dit tout sur la violence de ce qui arriva sur cette montagne. La montagne qui avait été son sanctuaire, sa source de force et d'identité était devenue son bourreau. Même dans la mort, Ueli étonna le monde de l'escalade encore. Parce que ce n'était même pas la vraie escalade. Ueli faisait essentiellement un échauffement, une course d'entraînement, l'équivalent alpiniste d'un jogging matinal autour du pâté de maison. Son vrai objectif était encore à des semaines. C'était l'escalade qui aurait dû être dangereuse. C'était un projet digne de quelqu'un appelé le plus grand alpiniste du monde. Au lieu de cela, il mourut sur ce qui aurait dû être une journée d'entraînement de routine. Juste 4 jours plus tôt, Ueli avait posté sur Facebook avec un enthousiasme caractéristique. Journée rapide du camp de base jusqu'à 7000 mètres et retour. Je l'adore. C'est un si grand endroit ici. Je crois encore à l'acclimatation active. C'est beaucoup plus efficace que passer des nuits en altitude. Il était excité. Il était en la meilleure forme de sa vie. Selon les amis, il était plus heureux qu'il avait été depuis des années, finalement prêt à faire taire ses critiques avec une réalisation définitive. Et tout finit avec une escalade d'entraînement. Mais voici ce qui me frappe vraiment sur l'histoire du heli et pourquoi elle importe bien au-delà du monde de l'escalade. Il ne s'agit pas d'un homme poursuivant des records ou des routes audacieuses. Il s'agit de quelqu'un qui continua à pousser vers l'avant. Peu importe ce que le monde lui lançait, la passion du heli le poussait vers l'avant à travers la controverse, le doute et le danger. De l'extérieur, il aurait pu sembler invincible et non perturbé par ce que quiconque disait, juste une force implacable dans les montagnes. Mais la vérité est que même la machine suisse n'était pas faite de pierre. Les critiques et les rumeurs l'atteignirent. Il le sentit quand les amis se détournèrent, quand les gens questionnèrent sa parole, quand les gros titres le peignirent comme quelqu'un qu'il savait qu'il n'était pas. Il continua, mais il était humain, imparfait, déterminé, et portant le poids de tout ce que les gens attendaient qu'il soit. Son histoire parle de ce que cela signifie vraiment de poursuivre sa passion, même quand le monde est contre vous. Alors, comment nous souvenons-nous du heli? Comme la machine suisse qui redefint ce qui était possible dans l'alpinisme, comme une figure controversée qui fut mêlée à des conflits culturels et des questions sur l'honnêteté, comme quelque chose de beaucoup plus complexe. Nous souviendrons-nous qu'il était un être humain qui accomplit des choses extraordinaires mais paya un prix extraordinaire pour son ambition? Je pense que la réponse est tout ce qui précède. L'histoire du heli est un rappel que les gens que nous mettons sur un piédestal sont encore humains. Les athlètes et aventuriers que nous célébrons pour leurs réalisations surhumaines sont juste des personnes avec leurs propres défauts, leurs propres luttes et leurs propres moments de mauvais jugement. Le courage qu'Ueli montra en poursuivant ses rêves d'escalade, même quand le monde s'était tourné contre lui, est remarquable. Bien que son histoire se soit terminée en tragédie, elle me rappelle comment l'ambition humaine peut nous amener à accomplir des choses incroyables. Cette même ambition peut aussi nous coûter tout ce que nous chérissons. Merci d'avoir regardé.
et je vous verrai dans le prochain. Restez audacieux et vivez bravement.